Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode of The Mat. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Myriam, fondatrice de Aya Health et de Olive Blends. Ces dernières années, les sujets de la glycémie, du sucre, de l'inflammation et de l'alimentation saine ont pris une place immense dans l'univers du bien-être. Et pourtant, plus l'information circule, plus il devient parfois difficile de distinguer ce qui relève de l'éducation, de la prévention et ce qui relève de la peur. On entend parler de pics de glycémie, de restrictions, de bons et de mauvais aliments, au point où prendre soin de sa santé peut parfois sembler plus compliqué que jamais. J'avais donc envie d'avoir cette conversation avec Myriam pour revenir à quelque chose de plus simple. Comprendre son corps plutôt que de lutter contre lui. Dans cette première partie, on va parler de notre relation à l'alimentation, de l'impact du sucre sur notre énergie, de glycémie, d'inflammation, mais aussi de la façon dont on peut prendre soin de sa santé sans tomber dans l'obsession ou le contrôle permanent. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue Myriam sur le podcast, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Bonjour Marine, écoute, très heureuse également. J'ai hâte de faire ce podcast avec toi parce qu'on va traiter de questions très sympas et qui, je pense, vont aider beaucoup de personnes. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de t'inviter sur le podcast d'ailleurs, parce que c'est un sujet qui me passionne. On s'est rencontrés, on en parlera un petit peu plus dans l'épisode, mais on s'est rencontrés digitalement, virtuellement, au travers d'une marque que tu avais lancée, qui est une marque donc keto sans sucre. Moi-même, j'en ai un petit peu parlé d'alimentation récemment sur mon podcast et de la manière dont je m'alimente aujourd'hui et du fait que je mange justement peu de sucre. Et j'avais vraiment très envie d'avoir une experte, quelqu'un qui s'y connaisse vraiment dans le domaine pour parler un petit peu de ce qu'est le sucre, le glucose, comment ça agit dans notre corps, en parler d'un point de vue un peu bien-être global, mais aussi relatif au sport et à la performance physique. Donc merci beaucoup pour ton temps, merci beaucoup pour ta présence. Avant qu'on rentre vraiment dans le cœur des questions, j'avais envie de te poser une question globale qui, je pense, peut être à la fois très large, mais aussi très spécifique. Myriam, je voudrais que tu nous dises, toi, au travers de ton expertise, au travers de ton expérience, au travers de tes projets, comment toi, en fonction de tes croyances et tes valeurs, tu définis ce qu'est une alimentation saine. À la différence de la manière peut-être dont la société et toute l'industrie wellness va décrire l'alimentation saine. Écoute, c'est une excellente question Marine, et je pense que les personnes qui nous écoutent en ce moment devraient prendre des notes. Parce que, alors, très simplement, sans rentrer dans trop de détails, pour moi, une alimentation saine, ce n'est pas une liste d'aliments autorisés et interdits. Très clairement, c'est une alimentation qui va me donner de l'énergie stable, qui va soutenir mon humeur, mon sommeil, mes cycles, et c'est une alimentation qui me donne beaucoup de plaisir. Et puis tout simplement, on remarque le vrai marqueur d'une relation saine, ce n'est pas la perfection du contenu de l'assiette, c'est surtout l'absence de bruit mental autour. Donc, quand on passe, ses journées à calculer, à anticiper, à culpabiliser, on a beau manger des aliments parfaits et clean sur le papier, la relation reste malade. Voilà, ça c'est un point, hyper important, et d'ailleurs la recherche sur le comportement alimentaire a montré que la restriction cognitive, donc le fait de contrôler en permanence et de se sentir coupable, c'est a plus de poids dans la prise, de poids proprement parlé, et les compulsions et les envies de sucre et de grignotage plus tard, pardon, que la composition réelle de l'assiette. Donc voilà, une relation saine, je dirais, c'est une relation où le corps redevient, je dis bien redevient, un partenaire parce qu'on l'a souvent, oublié ou écarté, et pas un adversaire qu'on va surveiller et monitorer tout le temps. J'adore cette manière que tu as de parler justement de l'alimentation. Tu parles beaucoup justement de relation avec l'alimentation, de relation saine version alimentation pure. Donc tu définis plutôt une alimentation saine de par la relation qu'on entretient avec les aliments, c'est ça? Tout à fait, et avec notre corps, exactement. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent vraiment, avant même juste on va vraiment parler de tout ce qui va être glycémie, de sucre et cetera. Mais qu'est-ce que tu aimerais que les gens comprennent avant même qu'on rentre, dans ce côté un petit peu plus spécifique de l'alimentation? Moi, ce que j'aimerais que les femmes, notamment, comprennent, c'est que notre corps n'est pas l'ennemi, qu'il n'est pas en train d'essayer de nous trahir.
Parce que toute cette hype, sur la glycémie, l'insuline, l'inflammation, ce sont ce que j'appelle moi des systèmes intelligents qui vont chercher l'équilibre en permanence. Donc quand on parle de pic de glycémie ou d'inflammation, on ne parle pas de corps qui est mis à défaut, mais on va parler de signaux et c'est des signaux qu'on est censé écouter. Donc avant même de parler technique, je veux un peu désamorcer la peur parce qu'on a transformé aujourd'hui malheureusement la nutrition en un terrain anxiogène où chaque bouchée, devient une décision morale et donc la peur, paradoxalement, c'est l'un des pires perturbateurs métaboliques qui soit. J'adore ce parallèle que tu fais justement entre le mindset, les pensées, les émotions et finalement comment on va finalement intégrer, digérer les aliments. Myriam, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, mais surtout, qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser en particulier à la glycémie et à tout ce qui est alimentation anti-inflammatoire au départ, parce que ça reste quand même un sujet qui est devenu très spécifique. J'imagine que tu es passé par plusieurs phases, plusieurs expériences dans ta vie qui ont fait que aujourd'hui, tu es devenue un petit peu, je sais pas si c'est un petit peu ou beaucoup, mais en tout cas, tu es experte dans le sujet de la glycémie et de l'alimentation anti-inflammatoire. Alors, peut-être juste avant de parler de, ce qui m'a vraiment poussée à m'intéresser à la glycémie, au métabolisme, de base, si je suis du coup certifiée en nutrition fonctionnelle, spécialisée dans la santé de la femme et je suis aussi certifiée en sciences nutraceutiques. Mais ça, on y reviendra plus tard. Ce qui est intéressant ici, et que je pense ma réponse, va aider, beaucoup, c'est que au départ, ça n'avait rien d'intellectuel. C'était à propos de mon propre corps. Donc j'ai traversé pendant 5 à 6 ans une période de dérèglement hormonal avec une fatigue que j'arrivais pas à expliquer, alors que je faisais tout bien. Je mangeais clean, je faisais du sport, j'essayais de manager un peu mon stress et cetera. Mais ce qui m'a marqué, en fait, c'est que personne autour de tout le corps médical que j'ai pu rencontrer ne savait lire ces signaux. Et en fait, après, il y a eu un tournant déterminant dans ma vie. Ce sont, les 3 dernières années que j'ai passées en expatriation au Moyen-Orient où j'ai travaillé sur des concepts de longévité parmi les plus pointus et les plus hauts de gamme dans le monde. Donc j'étais, dans le département Health and Wellbeing de NEOM et j'ai pu travailler pendant 3 ans avec des cliniciens de Harvard, Mass General Brigham et les fondateurs de Human Longevity. Je vous invite à regarder ce qu'ils font, c'est incroyable. Ce sont des pionniers dans tout ce qui est, séquençage du génome humain, qui va pousser un peu la médecine préventive à un niveau que la plupart des gens n'imaginent même pas. Donc, génome complet, imagerie avancée, détection ultra précoce. Et donc, dans ce cadre-là, donc j'ai vraiment vécu pendant 3 ans littéralement 24 heures sur 24 avec des médecins, experts longévité, gynécologues et spécialistes du système nerveux. Quand je dis 24 heures sur 24, c'est qu'on vivait ensemble. Donc on travaillait, on vivait ensemble. Donc je vivais dans un camp de base et donc on allait au boulot ensemble, on mangeait ensemble, on allait à la salle de spa ensemble, etc. Donc, et c'est là que j'ai compris en travaillant avec eux que mon énergie, mon sommeil, mes fringales n'étaient pas simplement des hasards ou un manque de volonté, mais c'était de la physiologie que je n'arrivais pas à comprendre. Et donc, Haya Health, c'est un peu mon nouveau projet, on en reparlera. C'est un peu né de cette rencontre entre mon histoire intime et personnelle et ces 3 ans immergés dans un peu la science de pointe. Voilà. On va parler de Aya Health justement juste après parce que c'est vraiment aujourd'hui ce qui est au cœur de ton quotidien, de tes recherches et de ce que tu partages. En tout cas, on va dire que c'est par là que tu partages toute ton expertise. Euh, Avant d'avoir lancé Aya Health, on va juste en parler très brièvement parce que c'est aussi mine de rien, c'est par ce biais-là qu'on s'est rencontrés. Donc, ça reste pas quelque chose d'anodin, mais tu avais lancé une marque qui s'appelle Holy Blends. Est-ce que tu peux Oui. juste nous en parler un petit peu dans les grandes lignes? Pourquoi tu as lancé ce projet? Quelle était ton intention, ton objectif avec ces produits-là? Bien sûr, effectivement, on s'est rencontrés dans ce cadre-là. Donc, Oli Blend, je l'ai lancé en 2020. Mon objectif à moi, c'était de créer les snacks dont je rêvais. Donc, en fait, des snacks qui n'impactaient pas ta glycémie, à base de plantes et de super aliments qui allaient au-dessus que simplement combler tes besoins nutritionnels de base. Mais des produits que j'appelle des produits fonctionnels qui vont agir sur ton niveau de stress, ton équilibre hormonal, ton cortisol et
ton métabolisme en général. Et donc, après 3 ans de recherche, beaucoup de voyages à l'étranger, à la recherche des produits et des concepts wellness les plus clean et les plus pointus, j'ai élaboré des pâtes à tartiner et des granolas qui sont aujourd'hui encore, c'est très drôle d'ailleurs de dire ça, qui sont aujourd'hui encore les produits les plus sains de France 6 ans plus tard. Aujourd'hui, on ne trouve pas des granolas cétogènes, artisanales, faits en France. Donc quand je dis cétogène, c'est sans flocons d'avoine, sans sucre. Voilà, qui conviennent aux diabétiques, aux sans gluten, et cetera. Les pâtes à tartiner, pareil, elles sont à base de plantes adaptogènes, d'épices antioxydantes et de bonnes graisses comme la cajou et l'amande. Donc voilà, ça partait un peu de cette volonté de créer ce que je ne trouvais pas, en France. Voilà. Et je tiens à le dire. Est-ce que tu travailles encore sur ce projet ou est-ce que tu... Non, j'ai délégué l'entreprise, voilà, parce que je suis, 24 heures sur 24 sur le nouveau projet, parce que j'ai voulu tout simplement passer à un niveau supérieur et sentir que j'avais réellement un vrai impact sur la vie et la santé des femmes. Donc, c'est une entreprise que je ne dirige plus et pour me consacrer pleinement à Haya Health. Mais sache quand même, Myriam, que Holy Blends accompagne quand même les femmes et le plaisir, en tout cas, parce que moi qui consomme, enfin, pour moi, je suis très sensible au sucre et j'ai énormément d'inflammation dans le corps quand je mange du sucre, mais c'est assez instantané presque. Et le fait d'avoir découvert ces produits-là, ça a un peu changé mon quotidien, je dois dire, parce que je suis une grande fan de granola et de pâte à tartiner, je pense comme beaucoup d'entre nous. Et le fait d'avoir trouvé des produits que je pouvais consommer sans avoir à me restreindre, parce que moi, je suis quelqu'un un peu all-in, tu vois, et me dire qu'en fait, je peux me taper le demi-paquet ou le paquet de granola et pas me sentir lourde, pas me sentir gonflée, etc. Je peux te dire que ça a été un réel bonheur. Ils sont délicieux, sache-le. En tout cas, tu as fait un très très beau travail là-dessus. Tu as utilisé beaucoup de termes qui peut-être sont un petit peu compliqués ou inconnus pour certaines d'entre nous certaines des femmes qui nous écoutent. Tu as parlé notamment de métabolisme et tu as parlé de glycémie slash pic de glycémie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce qu'est dans un premier temps le métabolisme et ensuite de qu'est-ce que la glycémie et le pic de glycémie? Quand on mange, surtout des glucides, on a le sucre qui passe dans le sang. Donc le pic, c'est simplement la vitesse et l'ampleur avec laquelle ce sucre arrive. Donc si ça monte très vite et très haut, le corps va libérer beaucoup d'insuline d'un coup pour justement ranger un peu ce sucre. Et souvent, il en range un peu trop, ce qui fait redescendre la glycémie sous son niveau de départ. Et donc, c'est cette redescente un peu brutale qui va créer le fameux coup de barre, l'envie de sucre 1 heure après et l'irritabilité, le changement d'humeur, et cetera. Donc l'idée, n'est pas d'avoir une ligne plate, hein, c'est normal et très sain que la glycémie monte quand on mange, mais l'idée, c'est d'éviter un peu les montagnes russes permanentes. Voilà. Donc, quel est un petit peu l'objectif du sucre pour le corps? Parce que tu vois, souvent on dit, voilà, quand tu manques d'énergie ou tu sens, t'as peut-être un peu la tête qui tourne pendant ton activité sportive parce qu'elle est très intense, mange une demi-banane, mange des dattes avec des amandes, etc. De quelle manière, en fait, ça c'est lié et de quelle manière ça vient soutenir l'activité physique? Donc, la différence, Marine, entre, un sucre qui est consommé, automatiquement toute la journée et un sucre qui va être utilisé comme énergie, comme carburant pour, dans le cadre d'une activité sportive, c'est tout simplement la différence entre, carburant et grignotage. Donc quand tu bouges, tu fais du sport, yoga, et cetera, tes muscles vont utiliser de façon très active le glucose. Ils vont le brûler et le stocker sous forme de glycogène. Alors que ce même sucre que tu vas consommer, devant un écran ou dans le cadre de je sais pas, d'un café avec une copine, où tu vas consommer des choses sucrées, et cetera, et ce sucre-là ne va pas être sollicité de la même façon. Il va justement déclencher cette, cascade d'insuline et être stocké. Donc c'est pas le sucre en soi qui est bon ou mauvais, c'est un peu le contexte. Donc, c'est une excellente question. Par exemple, un fruit avant une séance de sport et ce même fruit grignoté, à 16 heures, un peu tout seul sous ventre vide, n'auront pas le même, impact métabolique. C'est une question qu'on me pose souvent, notamment, pour les femmes qui sont très actives, c'est comment finalement nourrir son corps de façon intelligente sans provoquer ces pics de glycémie. Et avec les femmes que je suis, l'erreur la plus fréquente que je vois, surtout chez les femmes très actives, c'est de sous-manger, donc d'être, en déficit calorique.
et malheureusement, quand on va combiner un sport intense, parce que beaucoup font du HIIT, du renfort musculaire, de l'Aerox, et cetera, et à côté, elles vont manger de façon très légère et de façon, pas assez nourrissante. Elles vont, sans le savoir, mettre leur corps, en mode alerte, en mode survie. Alors que nourrir intelligemment son corps, c'est justement apporter assez de protéines pour réparer le muscle, assez de bons glucides pour avoir de l'énergie et ne pas avoir peur, surtout des glucides autour de l'effort, parce que c'est précisément là où le corps en a le plus besoin. Voilà, donc dans ton cadre, par exemple, Marine, le yoga ou un autre sport, ne devraient pas être des prétextes pour manger moins, mais justement ce sont des raisons de mieux se nourrir. Ouais, et je pense que ça, c'est quelque chose dont j'en parle souvent. Je pense qu'il y a une vraie ignorance autour de la nutrition et que on a tendance, quand on est dans cette quête peut-être d'un physique ou de ouais, d'un résultat esthétique, on a un peu cette idée il faut être dans le moins. Il faut manger moins ou il faut se restreindre et il faut contrôler. Alors que finalement, quand on a connaissance, de ce qu'on appelle les macronutriments, donc la manière dont tu vas répartir les différents nutriments dans ton alimentation au sein de ta journée, en fait, tu vas faire des meilleurs choix, aussi bien pour ta satiété que pour ton plaisir. Moi, je sais que, ben, par exemple, j'ai énormément réduit les sucres et souvent on me dit mais ça te manque pas, etc. Et en fait, non, parce que je pense que je suis tellement à l'écoute de mon corps et de ses besoins que je me rends compte que finalement le sucre à l'époque et souvent, en tout cas dans mon cas avec mon corps, parce que vraiment tous les corps et les besoins sont différents, j'allais souvent vers le sucre plutôt pour l'aspect émotionnel que pour l'aspect véritablement physiologique. Et aujourd'hui, quand je m'écoute vraiment, parce que je fais beaucoup de sport, en fait, les choses dont j'ai vraiment besoin et envie, c'est des protéines et c'est aussi de bien m'hydrater. Et évidemment, les fibres aussi qu'on met pas de côté, mais le sucre. Alors moi, j'ai une alimentation qui est faible en sucre, qui est pas complètement cétogène. Est-ce que tu peux nous parler juste un petit peu, si tu peux nous dire dans les grandes lignes, justement ce que c'est un régime 100% cétogène slash keto? Oui, alors de base, j'aime pas parler de régime cétogène, je parle plus d'alimentation ou de thérapie, puisque de base, l'alimentation cétogène, c'est une thérapie, qui a été, créée par des docteurs dans le but de soigner, des personnes qui étaient atteintes, de symptômes et de maladies cognitives. Donc l'alimentation cétogène, quand quand on rentre dedans, il faut bien la faire. Voilà, donc c'est pas une alimentation, qu'il faut, tenir sur 2, 3 mois, 6 mois, 12 mois. C'est une alimentation qu'il faut tenir sur du long terme parce que le but, voilà, c'est d'atteindre un peu cet état de cétose. Voilà, donc c'est un état où là, voilà, tu atteins aussi une flexibilité métabolique qui te permet, que lorsque tu veux manger un peu de glucides, par exemple, le week-end et te faire plaisir et retourner, dans ta routine cétogène et ben, tu as toujours cette stabilité glycémique. Voilà, mais l'alimentation cétogène, c'est une alimentation donc où la consommation de glucides est entre 30 et 50 grammes par jour. Voilà, donc oui, certes, elle déclenche une perte de poids naturelle parce que forcément on déverrouille un peu le métabolisme, mais ce n'est pas, un régime ou ce n'est pas une alimentation qu'on devrait avoir sur le court terme pour, hem, pour une perte de poids. Voilà, parce que c'est pas, durable et moi je la déconseille pour les femmes après l'âge de 35 ans puisque, pour beaucoup, ça dérègle complètement les hormones. Voilà. Ou à la rigueur, ce que je propose, c'est de passer sur une alimentation, low carb, donc faible en glucides, mais adaptée à la physiologie féminine. Est-ce que tu penses que au-delà du sucre en lui-même qui est inflammatoire pour le corps, est-ce que tu penses que le stress aussi qu'on va avoir autour de l'alimentation et sur le fait de pas être sûr de faire les bons choix, de peut-être parfois même de faire des mauvais choix, d'être dans la restriction, et cetera, peut en soi être tout autant, voire plus inflammatoire? Ouh là, complètement, complètement. C'est, fou là là, alors c'est un grand, grand sujet. C'est un grand sujet, finalement, ça revient un peu à cette, relation à la nourriture et cette notion de nourrir un peu son corps de façon très très émotionnelle et on peut en parler, rapidement, mais par exemple,
et ce que je dis souvent aux femmes, c'est que nous se nourrir un peu, de façon émotionnelle, c'est pas se gaver de chocolat un soir, parce qu'on a une longue journée ou autre. Et c'est pas non plus, diaboliser ce moment. Voilà, c'est juste simplement reconnaître que manger n'a jamais été un acte, mécanique d'apporter des nutriments, mais on mange aussi pour se réconforter, pour célébrer, pour se relier aux autres, quand on a des événements un peu, sociaux, ou culturels, des choses comme ça. C'est une chose profondément humaine, voilà, de s'alimenter de façon émotionnelle. Donc le manger émotionnel ne devient pas un problème que quand il est la seule stratégie qu'on a pour réguler ses émotions. Voilà, donc l'objectif, c'est pas de le supprimer, mais c'est un peu d'élargir la palette des façons dont on prend soin de soi. Et effectivement, l'inflammation, elle est, très étroitement liée, à ton niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et tu auras beau manger de façon clean, faire du sport et cetera, mais si tu as, une grosse charge mentale, si tu es une personne qui, surpense, qui rumine, qui a ces pensées un peu culpabilisantes et négatives autour de la nourriture, tu vas bien évidemment augmenter l'inflammation dans ton corps. Et finalement, c'est quoi, l'inflammation? L'inflammation chronique, c'est le plus souvent, celle-ci qui va justement, déclencher des maux comme l'intestin irritable dont beaucoup de femmes souffrent. C'est finalement ton système immunitaire qui est en alerte, mais de façon chronique, voilà, pas de façon aiguë. Et donc ça va se traduire par de la fatigue, des douleurs diffuses, un intestin qui gonfle. Pourquoi? Parce que 70 de notre système immunitaire se trouve dans notre intestin. Donc on va avoir des ballonnements, des reflux acides, de la constipation chronique et cetera. Et c'est vrai, tu le vois même, tu vois, même quand tu manges trop vite ou que tu es en train de faire, de scroller sur ton téléphone en même temps que tu es en train de regarder une série et en même temps tu manges, tu sais même plus ce que tu as mangé, finalement tu te rends compte, enfin moi personnellement j'en ai conscience, je me rends compte que mon ventre a tendance à beaucoup plus gonfler, que je digère beaucoup moins. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que, bah, moi je m'étais beaucoup intéressée, à mes débuts dans le yoga, à tout ce qui était Ayurveda. Je sais pas si c'est, une médecine slash alimentation que tu connais, mais finalement, elle définit une alimentation saine par ta capacité à bien digérer tes aliments. Donc dès lors que tu vas à la selle correctement, dès lors que tu digères correctement, ça veut dire que tu as trouvé, toi, pour ta corpulence, pour tes besoins, pour ton métabolisme, une alimentation qui est bonne pour ta constitution. On parle de constitution justement en Ayurveda. Et je trouve ça très intéressant parce que du coup, finalement, on rentre un petit peu dans cette discussion de qu'est-ce qui est finalement l'équilibre réel. L'équilibre, comme tu le disais, c'est pas le fait de contrôler ou d'enlever des choses. C'est de se dire que, ben, tu peux aller manger un gâteau d'anniversaire avec du sucre blanc et pour autant être en bonne santé. Tout à fait, et tu l'as bien dit Marine, moi ce que je dis souvent, c'est que si tu as un bon transit, donc si tu vas à la selle 1 à 2 fois par jour, c'est que tu as un très bon système immunitaire. Voilà, donc ça rejoint un peu ce concept, qui est, un peu ancré dans l'Ayurveda. Et le transit intestinal en dit beaucoup sur notre santé au global, effectivement. Oui, on a tendance un petit peu à, je sais pas, c'est presque un sujet qui est un petit peu tabou alors que finalement c'est un signe de santé. Est-ce que tu as la sensation qu'il y a certains contenus wellness, un peu de tendance, qui créent alors non seulement, de la mauvaise information, mais aussi de la peur autour de la nourriture? Clairement, clairement, et j'essaye, sur les réseaux sociaux notamment de lutter contre ça, de la désinformation, du marketing et cetera. Et pour moi, je m'inclus un peu dans cette responsabilité collective, de celle qui crée du contenu tout simplement, et tout comme toi aussi Marine. Quand on, montre une banane comme si c'était un danger, on perd toute proportion, alors que voilà, une banane n'a jamais rendu personne malade. Et le problème, c'est qu'un contenu qui fait peur, malheureusement, va mieux performer qu'un contenu nuancé. Et donc l'algorithme, récompense un peu, l'alarmisme, voilà. Donc mon rôle, en fait, c'est un peu de remettre du contexte et de la science dans tout ce que je traite, tous les sujets. C'est de remettre un peu cette dimension clinique. Tout ce que je partage, c'est baqué par des études scientifiques et cliniques que je cite en référence, et cetera. Et en nutrition, bien évidemment, tu le sais, Marine, c'est toujours la dose et la régularité, qui font le poison, jamais l'aliment isolé. Ouais, c'est très, très vrai. Les associations, enfin, et même, tu vois, moi, je vois, les filles, les femmes, beaucoup les femmes quand même, on va pas se le cacher, ont tendance un petit peu à rester,
borné sur l'apport calorique. Alors que finalement, en fait, et surtout quand on fait du sport, on s'en fiche. En fait, la calorie, c'est l'énergie en fait qu'apporte l'aliment. Mais ce qui est important, c'est vraiment toute la constitution nutritionnelle de l'aliment qui est importante et qui est intéressante. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal, et j'en parlais dans cet épisode solo sur l'alimentation où je disais que j'ai beaucoup de mal à partager sur mon alimentation parce que j'estime qu'elle fonctionne pour moi, mais j'ai conscience que tous les corps sont différents et que tous les besoins sont différents, surtout aussi chez les femmes d'un point de vue hormonal, et que ce que moi je fais n'est pas forcément bon pour l'autre, et que je crois, qu'il est mieux individuellement de s'informer sur ce qu'est la nutrition et comment s'alimenter, et en fonction faire des choix qui vont être appropriés à tes besoins. Parce que moi je vois, enfin je pense que toi c'est pareil, je vois des choses sur les réseaux sociaux, que ce soit les What I Eat in a Day, avec des filles qui sont certes, tu vois, des wellness girls, mais qui derrière, en fait, ont aucune, et j'ai presque envie de dire, parfois, je me dis pas, je dis, je vois des erreurs, mais je vois des filles qui parlent d'alimentation inflammatoire et qui mangent que du sucre dans la journée. Et je me dis, bah, en fait, moi, si je mange ce que toi, t'es en train de dire, qui rend ton ventre plat, et ben, moi, en fait, je vais avoir un ventre énorme. Donc, tu vois, pour moi, c'est de la mauvaise information. Je sais même pas si c'est faux dans l'absolu, parce que je pense que si elle, ça lui rend un ventre plat, enfin, elle mentirait pas, tu vois. Mais dans l'absolu, si moi je suis là à la lettre ce qu'elle fait, eh ben, j'aurai les effets complètement inverses, voire même je pense que je serai dans un inconfort plus, voire douleur, en termes de digestion. Oui, et c'est ce que je dis un peu à mes abonnés, c'est voilà, filtrer, les abonnements de compte, pour éviter un peu cet environnement anxiogène. Parce que tout de suite, ça nous fait rentrer dans cette espèce de processus de comparaison. Alors qu'on a toutes un corps différent, on a un métabolisme différent, une santé, hormonale et qui est complètement différente, et on ne peut pas se comparer à une personne dont on ne connaît pas le terrain ni le profil. Voilà, donc il faut faire attention effectivement. J'aimerais te poser une question, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, parce que c'était mon cas et je me suis un petit peu intéressée, mais je suis très, très loin d'avoir, une connaissance très élevée de la nutrition, des macronutriments et cetera. Mais pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas, qui part de zéro et qui est un petit peu perdu, qui se sent pas forcément bien dans son corps, au sens où elle a la sensation que, bah, comme tu disais, tu vois, elle mange clean, elle fait du sport, mais elle continue peut-être soit de prendre du poids, soit elle arrive pas à perdre du poids parce qu'elle a envie d'en perdre, ou au contraire, elle se sent inflammée. Bref, elle se sent pas bien dans son corps, puisque je pense que le point, c'est surtout ça, c'est comment tu te sens dans ton corps versus, hem, l'image finalement qu'il renvoie. Parce qu'à partir du moment où toi, tu es bien dans ton corps, l'image qu'elle renvoie, j'ai envie de te dire, peu importe. Quels sont les conseils ou alors les clés vraiment basiques que tu donnerais à quelqu'un qui ne s'y connaît pas, pour commencer et pour, faire un genre d'état des lieux, sur là où elle se trouve avec son alimentation et avec ses besoins? Alors c'est une bonne question, qui finalement traite pas mal de concepts en même temps. Mais, aujourd'hui, c'est vrai, avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on entend, on n'arrive plus à manger de façon, intuitive, c'est-à-dire avec beaucoup de bienveillance. Parce que, c'est pas qu'on a perdu un peu cette intuition, c'est juste qu'elle est un peu endormie, et tout le travail de l'alimentation intuitive, c'est une approche qui est ultra validée par la recherche, et qui ça consiste tout simplement à réapprendre à reconnaître ses sensations de faim et de satiété. Voilà, c'est ce que dit la recherche, techniquement parlant, et ça commence par des choses simples, tout simplement manger sans écran, se demander déjà si on a vraiment faim ou si c'est simplement une émotion, s'autoriser les aliments interdits, comme ça ils perdent un peu de leur pouvoir. Au début, ça peut être déstabilisant parce qu'on a appris à ne pas se faire confiance malheureusement, et c'est le cas, de la majorité des femmes. Puis une fois qu'on arrive un peu à comprendre son corps, là on sent le corps qui reprend un peu la parole. Voilà, et j'aimerais aussi ajouter une chose parce qu'aujourd'hui on a cette grosse obsession, sur le poids, mais il faut savoir que, hem, moi personnellement, c'est aussi mon expérience personnelle qui m'a apprise que, l'alimentation impactait bien plus que le poids, et une fois qu'on comprend ça, je vous assure que vous n'allez plus obséder autour du poids, et vous allez manger pour votre santé sur le long terme. Justement ces dernières années où j'ai côtoyé beaucoup d'experts, santé qui regardaient vraiment le corps à l'échelle, du génome, des biomarqueurs, du vieillissement cellulaire. Quand on regarde tout ça et quand on réalise que,
l'alimentation, c'est bien plus que le poids, on arrête très vite de penser silhouette. Voilà, donc moi, personnellement, j'ai vu à quel point l'alimentation pilote le cerveau, les hormones, l'immunité, le rythme du vieillissement et à peu près 90 à 95 de notre sérotonine, donc le neurotransmetteur de l'humeur, est produit dans l'intestin. Donc quand on sait ça, on arrête de manger contre son corps pour maigrir et on va commencer justement à le nourrir pour durer, pour se sentir vivante et pour mieux vieillir. Ouais, et tu vois, c'est ce que je disais juste avant, c'est le fait de comprendre en fait la l'objectif peut-être ou le rôle d'un aliment, et de plus le voir comme, de plus voir ton alimentation comme, soit une récompense, soit une punition en fait, te permet de voir la bigger picture, tu vois? De pourquoi on se nourrit. On se nourrit pas pour, perdre ou pour prendre du poids, on se nourrit pour vivre en fait, pour faire fonctionner son corps et je pense que et tu vois, ça se relie à tout ce qu'on pratique dans le yoga et j'aimais beaucoup, tu vois, quand tu as abordé le fait de c'est pas une alimentation saine, c'est surtout une relation qui va être saine avec l'alimentation. C'est que dès lors que tu lâches prise sur ce besoin de contrôler, dès lors que tu lâches prise sur ce besoin d'atteindre un certain objectif, finalement, tu t'autorises à arriver dans cet état intuitif où en fait ton corps parle pour toi. Ton corps sait exactement ce dont tu as besoin à chaque instant. C'est juste qu'en fait, la société, les réseaux sociaux, la mauvaise information nous a désappris finalement ce avec quoi on était originellement nés, tout simplement. Et c'est exactement ça, Marine, et le problème, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui vivent, déconnectées de leur corps et de leurs besoins et je dis ça sans jugement parce que c'est un peu l'héritage, comme tu dis, de décennies de culture, des régimes. On a appris aux femmes à se méfier de leur faim, à ignorer leur fatigue, à voir leurs signaux corporels comme des faiblesses, alors que moi, de mon expérience, quand j'ai été expatriée, par exemple, j'ai vu exactement l'inverse. J'ai vu des protocoles où chaque signal du corps était écouté, mesuré, respecté et ce contraste-là m'a frappée et donc aujourd'hui, beaucoup de femmes ne savent plus distinguer une vraie faim d'une faim émotionnelle, ni un besoin de repos d'un manque de volonté et malheureusement cette déconnexion, elle est c'est aussi un apprentissage, c'est pas un défaut personnel, c'est un apprentissage et toute ma démarche aussi à travers mon compte, ça consiste aussi à aider les femmes à réapprendre à lire leur propre corps via ce contenu éducationnel. On va rentrer là juste après sur justement, et je voudrais vraiment que tu nous parles de Aya Health parce que c'est vraiment axé sur tout ce qui est santé féminine, sur la longévité, et cetera. Donc, on va rentrer dans ce sujet-là juste après, mais je voulais te poser une dernière question vraiment qui était propre au sucre, parce que je trouve que c'est très intéressant. Moi, je l'ai vécu aussi une fois que j'ai arrêté d'être végane, parce que quand j'étais végane, j'avais une alimentation donc 100% végétale qui, par définition, est très, très riche en sucre. Donc, comme tu l'expliquais, le sucre, tu le trouves pas forcément que dans des gâteaux ou dans du sucre transformé, c'est aussi enfin, c'est tous les glucides finalement. Et je me suis rendu compte non seulement que j'étais sous-alimentée, mais aussi que ça avait un impact aussi bien physiologique qu'émotionnel sur mon corps. Et quelque chose que j'ai remarqué, du coup, je manquais cruellement de protéines, mais je le savais pas parce que j'étais ignorante dans le sujet. Je me suis rendu compte que le sucre appelait le sucre et que plus je mangeais de sucre, plus j'avais faim. Mais ma faim, en fait, elle était toujours tournée vers un aliment sucré. C'est-à-dire que tu pourrais me proposer autre chose, j'en aurais pas envie. Par contre, tu me proposerais un autre aliment sucré et là, j'en aurais envie. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ouais, ce processus qui se passe dans le corps? Alors, c'est tout simplement ce qu'on voit aujourd'hui, et c'est un lien avec ce qu'on disait aussi précédemment quand on parlait de la glycémie, de l'inflammation et du métabolisme. Le sucre, les études l'ont démontré, aujourd'hui, c'est la plus grande drogue du siècle. Et donc ça veut dire quoi forcément? C'est que plus tu en consommes, plus tu en réclames, plus ton corps en réclame. Voilà donc et tu l'as dit toi-même, quand tu as eu cette alimentation végétale, bien qu'une alimentation végétale ne veut pas forcément dire une alimentation riche en sucre, il suffit simplement de choisir ses bons glucides. Mais aujourd'hui, si, effectivement, le piège et je le dis, c'est consommer tout ce qui est
de couleur blanche. Donc, farine blanche, pain blanc, pâte blanche, riz blanc, sucre blanc. Tout ça, c'est tout simplement du poison pour notre corps et c'est des choses qui ont des charges glycémiques juste effroyables et qui, en plus, n'apportent aucun nutriment et vitamine, à ton corps. Donc, voilà, moi, j'ai toujours dit: «Mange, toujours avec, cette notion de valeur ajoutée». J'ajoute, une valeur et du plus, plus à mon corps et donc ces aliments-là, comme le sucre blanc, n'ajoutent absolument rien. Et donc, ce côté un peu cercle vicieux où plus tu en consommes, plus tu en as envie, c'est exactement le cercle que j'ai expliqué, quand on parlait de pic de glycémie. Et et je le rappelle en parlant de ça, mais on diabolise pas du tout le sucre blanc ou le fait de manger un gâteau, avec du sucre blanc, mais et moi je l'ai vécu, c'est-à-dire que je pense qu'on peut manger de tout et avoir une alimentation saine, mais je pense que la clé, elle se trouve aussi dans notre capacité à avoir confiance en ses choix et à les assumer. Parce que je trouve qu'en société, on est vite un petit peu pointé du doigt: «Pourquoi tu manges pas, ce gâteau-là, qui est très riche en sucre?» Mmh. par exemple, ou une boisson alcoolisée sous prétexte que les autres le font, alors que toi tu le fais pas forcément parce que tu es en train de te restreindre, de quelque chose qui te fait envie, mais au contraire parce que tu sais en fait que tu en as pas envie, parce qu'en fait tu es plus dans cette alimentation intuitive et moi je l'ai vécu et je le vis encore et maintenant j'ai trouvé cette confiance en moi pour dire: «Ben, non en fait je sais comment me nourrir et je sais ce dont j'ai envie et ce dont mon corps a besoin». Mais c'est vrai je trouve qu'il demeure une pression sociale qui est liée justement à l'ignorance de la société, hem qui fait que, tant que tu as pas réussi encore à intégrer une alimentation, hem, je vais utiliser le mot sain, même si c'est peut-être pas forcément un mot qu'il faudrait utiliser, mais quand tu as l'habitude de manger anti-inflammatoire, que tu sais à quel point ça te fait te sentir bien, ça te fait sentir bien aussi bien physiquement, mais du coup aussi mentalement, émotionnellement. Dès lors, en fait, que tu vas aller remanger une part de gâteau, au sucre blanc et ben, tu vas tout de suite te sentir lourde, tu vas pas te sentir bien, tu vas dire: «Bon, ben, je sais finalement, j'y prends plus de plaisir». Tu vois ce que je veux dire? C'est ça et tu l'as dit pour, terminer pour reprendre ton mot de plaisir. Moi, aujourd'hui, si dans cette société de suroptimisation et cetera, s'il y a une seule chose personnellement que je refuse de suroptimiser, c'est le plaisir, justement. Je veux pas transformer un dîner entre amis en une équation nutritionnelle. Voilà, je veux pas mesurer, traquer mes calories, transformer chaque, moment de table en espèce de data. Ce que je sais tout simplement que le lien social et la joie de vivre simplement, c'est l'un des piliers les plus importants de la santé et par ailleurs, c'est l'un des facteurs les plus, importants de longévité et mieux documentés par ailleurs. Je ne sais pas si tu as regardé le documentaire Les zones bleues, ces régions, du monde où les gens vivent le plus longtemps et que j'ai pu, visiter. Je suis partie à Okinawa, au Japon lorsque j'y vivais, donc je suis vraiment partie à la rencontre de ces personnes âgées qui vivent sur l'île d'Okinawa et je leur ai tout simplement posé la question, quel était un peu leur secret de longévité et donc l'un, des secrets les plus importants pour eux, c'était justement ces repas un peu imparfaits mais qui prenaient dans la joie, un repas sans anxiété et un repas partagé finalement autour de personnes, qu'ils aimaient et cetera. Donc c'est hyper important, de ne pas, voilà, obséder sur l'assiette et sur la nutrition et tant qu'on mange vrai, tant qu'on mange de façon qualitative et sans stress, il y a pas besoin de vouloir suroptimiser un peu son assiette, quoi. Merci pour ces mots parce que je pense qu'ils résonneront chez beaucoup de femmes. Ce que j'aime particulièrement dans cette conversation, c'est qu'elle nous rappelle que la santé ne se résume jamais à ce qu'il y a dans notre assiette. Comprendre la glycémie ou l'inflammation, c'est une chose, mais la manière dont nous vivons, dont nous récupérons, dont nous gérons notre stress et nourrissons notre énergie au quotidien en est une autre. Dans la seconde partie qui sortira dimanche prochain, nous allons élargir la discussion pour parler de santé féminine, de métabolisme, d'hormones, de longévité, mais aussi notre relation émotionnelle à la nourriture et ce que cela signifie réellement de prendre soin de soi sur le long terme. Merci du fond du cœur pour ton écoute et ta bienveillance. Je te donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour la seconde partie de notre discussion.